Razika Adnani, auteure de Sortir de l'islamiste aux éditions Éric Bonnier, qu'elle a publié en décembre 2024. Avec un grand plaisir, Razika Adnani, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous dans le studio en direct ce soir. Nous vous recevrons vraiment avec beaucoup de plaisir. Je vous présente aux auditeurs de Radio Courtoisie. Je crois que c'est la première fois que vous venez. Et puis je vous laisserai compléter votre parcours, parce que vous avez un parcours qui est assez original tout de même. Vous êtes philosophe, islamologue, je vais essayer à le dire. Vous avez commencé votre carrière, et ça n'est pas banal du tout, comme professeur de philosophie en Algérie. Vous avez fait des études de philosophie en Algérie. Vous avez intégré aussi en France le Conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Ça, c'était de 2017 à 2024. Peut-être nous expliquerez-vous en quoi consistait ce conseil et quel était votre rôle dans ce conseil. Vous avez écrit de nombreux livres, bien sûr, consacrés à ce thème, puisque vous êtes une spécialiste de l'islam. Je vais en citer juste quelques-uns. Le plus ancien, c'est « Le blocage de la raison dans la pensée musulmane est-il bénéfique ou maléfique pour l'islam ?» Ça a été publié en arabe, donc à Afrique Orient Édition, en 2011. Vous avez publié en 2014 « La nécessaire réconciliation ». Ça, c'est en France, c'est Publisher. Publisher, c'est ça, pardon. Vous avez publié aussi « Laïcité et islam, mission possible ». Est-ce qu'on peut réconcilier les deux, la laïcité et l'islam? Ça, c'est aux éditions de l'Aube, en France, en 2019. Est-ce que vous souhaitez compléter ce que je viens de dire? Mais je vais vous laisser le compléter en fait à travers la question que je vous pose. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours, qui est très original, entre l'Algérie et la France? Vous avez commencé en Algérie par des études de philosophie, vous avez enseigné la philosophie et vous êtes là actuellement en France comme effectivement spécialiste de l'islam et ismalo. Et donc, comme vous venez de le dire, j'ai commencé à travailler comme professeur de philosophie et je ne me suis spécialisée dans l'étude de l'islam ou le fait de penser l'islam et de le prendre comme un sujet de réflexion que parce que l'Algérie a été frappée de plein fouet par l'islamisme le plus radical, le plus meurtrier et le plus fanatique. Donc, les années noires que l'Algérie a connues, donc tout le monde les connaît. À ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à l'islam comme sujet de réflexion, au départ, pour me protéger moi personnellement contre le discours islamiste, car partout il s'imposait à nous pour nous rappeler ou nous appeler à revenir au vrai islam. Donc il fallait avoir les moyens de réponse et pouvoir se protéger contre ce discours. Comme professeur de philosophie en classe, certains de mes élèves étaient aussi pris dans les filets de l'islamisme. Et en classe, ils essaient aussi de nous mettre en difficulté, nous les professeurs. Nous étions évidemment... Nous connaissions pas beaucoup de choses sur l'islam pour leur répondre. Et là aussi, il fallait que je me mette au travail pour pouvoir leur répondre. Étant donné que les islamistes, y compris les élèves qui étaient pris par ce fléau, ne comprenaient pas un autre discours en dehors de celui de la religion. Donc il fallait que je puisse leur répondre avec le discours religieux. J'ai réalisé très vite toutes les contradictions qui existent dans le discours religieux. Quand l'Algérie est sortie de cette période de terrorisme, j'ai réalisé que l'Algérie avait vaincu l'islamisme sur le plan militaire, mais pas sur le plan culturel et social. Le fondamentalisme continuait à s'imposer au sein de la société. C'est à ce moment-là que j'ai pensé écrire mon premier ouvrage consacré totalement à l'islam pour partager mes connaissances avec les Algériens notamment, mais avec tous les musulmans. Et dans cet ouvrage, évidemment, j'ai posé la question du blocage de la raison dans la pensée musulmane pour comprendre ce blocage, les raisons de ce blocage. Comment la pensée des musulmans
est arrivé à ne pas se sentir gêné face aux contradictions, comme si leur raison ne reconnaissait pas ces contradictions. Donc comment la pensée musulmane est-elle arrivée à ce blocage, comme le titre l'indique? Et puis, en 2011, je suis venue vivre en France. J'ai écrit un livre, La nécessaire réconciliation, qui parle de la violence et de la relation à l'histoire, à soi-même, donc le problème identitaire au Maghreb. Mais en 2015, la France a été frappée par les attentats de Charlie Hebdo et d'autres attentats, évidemment. Et c'est à ce moment-là que j'ai constaté que ceux qu'on invitait sur les plateaux de télé et de radio expliquaient que le problème était plutôt un problème socio-économique, que les terroristes avaient des problèmes socio-économiques et c'est pour cela qu'ils étaient terroristes. Et évidemment, ce discours m'a complètement révoltée. Aussi de problèmes d'intégration. Pour dire que parce qu'ils n'arrivaient pas à s'intégrer bien dans la société française, qu'ils étaient terroristes. Évidemment, quand on vient de l'Algérie, où les terroristes étaient des Algériens, n'avaient aucun problème d'intégration, ce discours ne passe pas. Dans l'introduction du livre, je disais justement que j'expliquais pourquoi j'étais contre la théorie sociologique en France, qui veut expliquer tous les problèmes par des causes socio-économiques. Évidemment, je n'étais pas de cet avis-là. Pour moi, les problèmes que pose l'islam, des problèmes de radicalisme liés à la pensée musulmane, comment elle s'est construite jusqu'à nos jours. Et c'est là qu'il faut regarder pour comprendre les problèmes que pose l'islam aujourd'hui, comme l'extrémisme, le fondamentalisme. En réalité, dans toute l'histoire de l'islam, il y a eu des mouvements de fondamentalisme, d'extrémisme, de terrorisme. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau comme on le pense, pour l'expliquer que par des problèmes socio-économiques, d'une part, et d'autre part, dans les pays du Golfe, par exemple, beaucoup de personnes pratiquent un islam très fondamentaliste, alors qu'ils n'ont aucun problème financier, par exemple, parce que généralement, ils sont riches, ces gens-là, mais n'empêche qu'ils pratiquent un islam très fondamentaliste. Donc, pour dire que cette explication de l'école sociologique, non, premièrement, elle ne permet pas de comprendre les causes des problèmes et qui se posent, et deuxièmement, elle ne peut pas proposer des solutions fiables. Donc pour vous, Radhika Adnani, puis nous revenir bien sûr à les raisons qui vous ont fait écrire ce livre maintenant, pour vous, vous ne partagez pas notamment les analyses d'un certain nombre de sociologues occidentaux, que vous citez d'ailleurs dans votre livre, qui disent que l'islamisme est aussi une conséquence de la maltraitance des sociétés musulmanes par l'Occident dominateur, une revanche notamment contre la colonisation. Pour vous, il n'y a pas de lien particulier? Écoutez, quand on travaille dans le domaine de l'islam et de l'histoire des sociétés musulmanes et de la pensée musulmane, évidemment, ce discours me paraît complètement faux. Et il ne s'accorde pas du tout avec l'histoire de l'islam et l'histoire des sociétés musulmanes, étant donné des mouvements radicaux, fondamentalistes, extrémistes ont toujours existé dans l'histoire de l'islam. Dans le livre, j'ai donné quelques exemples. Et un exemple, par exemple, les Kharidjites, qui remontent au 7e siècle. Et ils avaient les mêmes méthodes. Vouloir imposer un islam radical, fondamentaliste, et l'imposer par la violence. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que ce phénomène n'est apparu qu'au XXe siècle ou que c'est un phénomène contemporain. Et évidemment, l'idée que le fondamentalisme et l'islamisme est un phénomène contemporain, c'est en France qu'on a commencé à mettre cette idée en place et la propager ensuite dans tout le monde occidental. Mais les musulmans eux-mêmes, ceux qui vivent dans les sociétés musulmanes, savent très très bien que ce discours n'est pas conforme à l'histoire de l'islam. Eux, ils savent que ces problèmes ont commencé très tôt dans l'histoire de l'islam.
Et néanmoins, vous écrivez dans l'introduction de votre livre que le XXIe siècle sera le siècle de l'islamisme, que l'islamisme n'a jamais été aussi fort que maintenant, notamment en Occident, partout dans le monde d'ailleurs. C'est Oui, peut-être pour ça que nous pensons que c'est un phénomène relativement nouveau, c'est que nous découvrons son expansion, nous découvrons sa force, sa menace. et il a déjà été très fort dans son histoire, étant donné qu'il a provoqué le déclin de la civilisation musulmane. Et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans des livres précédents, mais je le répète un peu dans celui-là, où je dis que le déclin de la civilisation musulmane n'est pas dû à des problèmes politiques ou l'invasion de militaires d'autres pays, mais en premier lieu à la montée d'un islam fondamentaliste, extrémiste, littéraliste et obscurantiste, salafiste. On est vers disons, 10e, 12e, jusqu'à la fin du 12e siècle. Donc, cet islam fondamentaliste et salafiste et conservateur a déjà été fort dans son histoire, puisqu'il a causé le déclin de la civilisation musulmane. Il a été aussi fort au XXe siècle dans les sociétés musulmanes, étant donné qu'il a mis en échec le processus de modernisation des sociétés musulmanes, de la Nahda. Nahda est un terme arabe qui vient du verbe nahada, qui signifie se lever ou se relever, et il est souvent traduit par renaissance. Donc, dans le monde musulman, il y a eu une époque qu'on appelle l'époque de la Nahda, l'époque de la Renaissance, qui a commencé au début du 19e siècle et qui a échoué vers le milieu du 20e siècle. Elle a échoué aussi parce qu'il y a eu une riposte des fondamentalistes et des extrémistes. Donc, on a deux périodes de l'histoire de l'islam où il y a eu une civilisation qui a prospéré et une autre qui a commencé à se mettre en place. Les deux ont échoué et reculé face à la montée de l'extrémisme et des fondamentalistes et des conservateurs. Aujourd'hui, on assiste aussi à une montée de l'islamisme en France et partout dans le monde, parce qu'il y a des conditions géopolitiques qui le permettent. Et il y a aussi le fait que les musulmans se sont installés un peu dans le monde entier. Et cela ne veut pas dire que tous les musulmans sont des fondamentalistes, des radicaux, des extrémistes, mais là où il y a des musulmans, il y a possibilité qu'il y ait aussi des fondamentalistes et des extrémistes. Alors nous verrons avec vous, c'est un des sujets très intéressants de votre livre Radical Nani, c'est où se situe la frontière entre islam et islamisme. C'est un point fondamental et vous l'abordez, et puis nous l'aborderons bien sûr dans cette discussion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en quoi l'islamisme et les fondamentalistes ont-ils justement été responsables du déclin de cette civilisation musulmane, donc à peu près 10e, 12e siècle, et puis après ont empêché cette renaissance du 19e, 20e siècle. En quoi l'islamisme en est responsable? Parce qu'il bloque tout, il bloque toute évolution, il bloque la pensée, il bloque la réflexion. Quelle est la cause? Quel est le lien? La civilisation musulmane a prospéré à Bagdad d'une manière particulière. Elle s'est propagée après dans le monde musulman, partout dans le monde musulman, mais c'est à Bagdad que c'est la ville qui a vu naître cette civilisation. Il lui a permis de prospérer. Cette civilisation musulmane a été... la gloire de cette civilisation ne revient pas qu'aux musulmans, mais à toutes les populations qui vivaient à Bagdad à l'époque. Il y avait des juifs, des chrétiens et d'autres communautés qui ont participé à la prospérité de cette civilisation. Et les califes aussi de l'époque ont joué un grand rôle. La politique avait joué un grand rôle, étant donné que les califes ont permis à la pensée de s'exprimer librement. Parce qu'ils voulaient construire une grande civilisation, ils voulaient une civilisation qui allait
comment dirais-je, concurrencer les autres civilisations de l'époque. Donc, ils ont compris à ce moment-là que pour construire cette civilisation, il fallait permettre à la pensée de s'exprimer librement. Elle s'est exprimée d'ailleurs très librement dans le domaine religieux. C'est à ce moment-là que la théologie s'est mise en place et la théologie des premiers siècles de l'islam était très très riche. Et aussi, la philosophie s'est exprimée dans le domaine de la science, dans le domaine de la médecine, etc. Donc, il y a eu cette effervescence intellectuelle grâce à cette liberté que la pensée avait. Et certains musulmans qui vivaient à l'époque à Médine, en Arabie Saoudite d'aujourd'hui, à Médine, n'étaient pas contents de voir cette pensée s'exprimer de cette manière-là, avec cette liberté-là, à Bagdad, en Irak. Ils ont lancé donc une riposte qui est partie de Médine pour dire que pour les musulmans, notamment dans le domaine du droit et de la religion, qu'il fallait qu'ils se limitent au texte et qu'il fallait qu'ils respectent l'islam des premiers musulmans, l'islam qui existait à Médine et l'organisation de la société. Il fallait respecter l'organisation de la société telle que le prophète l'a mis en place à Médine. Donc, c'est là où, comme je le dis dans mon ouvrage d'ailleurs, dans l'ouvrage Islam, quel problème, le défi de la réforme, ce mouvement-là qu'on appelle le malikisme, qui est parti de Médine par rapport à son fondateur Malik ibn Anas, c'est lui qui a jeté les fondements du salafisme, du conservatisme, du traditionnalisme en islam. Et c'est parti de Médine et quelques années après, il s'est bien installé à Bagdad et c'est à ce moment-là qu'il y a eu énormément de querelles entre ceux qui voulaient une liberté pour la pensée et ceux qui voulaient se contenter de la révélation. C'est pour cela que je parle du problème de la révélation et de la raison en islam. Et je considère que ce problème est la problématique de la pensée et de la raison en islam est fondamentale. C'est la problématique fondamentale de la pensée musulmane. Je l'explique bien dans l'autre ouvrage où je dis que toutes les autres problématiques sont liées d'une manière ou d'une autre à cette problématique. Ça, c'est au Xe siècle, non? C'est au XIe siècle? On est entre le 8e jusqu'au 12e siècle. Jusqu'au 12e siècle. Ouais. La riposte est venue de Médine. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler. La riposte vient de Médine. Comment s'impose-t-elle à Bagdad? Bagdad, la nouvelle forme d'une civilisation musulmane et qui est prête à évoluer avec la liberté d'expression, liberté de conscience, de pensée, etc. Et puis riposte de Médine qui finit par s'imposer. Ça s'est fait par les armes, ça s'est fait comment? Ça s'est fait par d'abord la mise en place de théories théologiques. La théorie, je cite 3 d'entre elles dans mon ouvrage. Je cite les plus importantes. La théorie littéraliste que j'appelle le naql, la théorie des salafs et la théorie du Coran incréé. Donc il y a 3 théories fondamentales dans la pensée musulmane. Elles restent encore aujourd'hui au fondement du conservatisme, de l'extrémisme, le littéralisme en islam. Ça n'a pas changé. Ce sont toujours les mêmes théories qui produisent ces problèmes-là. Donc pour les comprendre, ces problèmes qu'on vit aujourd'hui, il faut comprendre ces théories. Sinon, on ne pourra pas les comprendre. Ils ont mis aussi en place des principes. J'en ai cité certains dans mon ouvrage, des principes qui sont devenus des principes très très lourds dans la pensée musulmane. Je peux vous donner 2 exemples. Le principe qui dit que la religion est une question de cœur et non de raison. Donc, dans la religion, on ne réfléchit pas. On aime la religion, mais on ne réfléchit pas la religion. Le deuxième principe est celui qui dit « toute innovation est un égarement ». Dès que vous sortez de la ligne tracée par les premiers musulmans, vous êtes dans l'égarement. Donc, on a mis en place ce forme de théorie et de principes qui ont fini par bloquer toute la pensée musulmane. Et jusqu'à aujourd'hui, cette théologie est celle qui bloque la pensée, la réflexion dans le domaine de l'islam. C'est pour cela que je dis on ne peut pas sortir de ces problèmes sans connaître ces théories, sans les dépasser. Mais comment s'est-elle imposée cette théorie par rapport à
une forme plus fondée sur la liberté, telle qu'elle était promue par les califes de Bagdad. Comment ces théories, justement, salafistes, se sont-elles posées entre le 8e et le 12e siècle? Pourquoi ont-elles triomphé face aux autres théories? C'est par la force des armes, là encore, ou c'est par la puissance du clergé? C'est une question que je me suis posée et je suis arrivée à une réponse dans laquelle je dis que Malik ibn Anas, c'est le premier juriste de Médine qui a lancé cette offensive contre la pensée libre, était un arabe de Médine. Et les Arabes à l'époque, ils ont revendiqué une certaine supériorité par rapport aux musulmans qui n'étaient pas arabes. Comme quoi, les Arabes étaient ceux qui comprenaient le mieux le discours du Coran, parce que c'était eux qui maîtrisaient la langue arabe. Ils avaient aussi le fait qu'ils se présentaient comme ceux qui avaient des liens de sang avec le prophète, donc des gens qui connaissaient mieux le prophète, qui ont vécu avec lui, qui connaissaient la langue arabe, donc ils avaient une certaine légitimité par rapport aux autres. Ils ont d'ailleurs revendiqué cette légitimité. Ce point-là est l'un des points les plus importants qui ont permis à ce discours religieux fondamentaliste de s'imposer. Et ils ont aussi accusé les philosophes et ceux qui avaient cette pensée libre ils ont dit que cette pensée libre, ce sont des éléments étrangers à l'islam. Donc c'est une pensée étrangère à l'islam qu'il fallait combattre parce que elle nuit à l'islam et elle risque de porter préjudice à l'islam. Donc il les accusait avec cette accusation comme quoi il répète un discours qui est étranger à l'islam. Revenons à votre livre. Pourquoi publiez-vous ce livre, Sortir de l'islamisme, aux éditions Éric Bonnier? Ce livre, l'idée de l'écrire a commencé à germer dans mon esprit en 2021, quand les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan. Et ils ont commencé à annoncer leur volonté de pratiquer des règles de la charia les plus déshumanisantes et les plus misogynes. Et c'était évidemment un choc pour moi, parce que nous avons lutté contre cet islamisme fondamentaliste et rigoriste pendant plusieurs années en Algérie, mais je le voyais revenir et s'installer en Afghanistan. Évidemment, il y a eu d'autres mouvements islamistes qui ont essayé de s'installer comme Daesh, mais la communauté internationale à ce moment-là a réagi pour l'empêcher de prendre le pouvoir et d'imposer ses règles. Je parle de Daesh. Ce que la communauté internationale n'a pas fait avec les talibans. Nous sommes, au fait, dans une période de l'histoire qui est très propice à la montée de l'islamisme. Cela s'explique évidemment par tous les bouleversements géopolitiques que connaît le monde aujourd'hui. D'ailleurs, on continue de le voir. En Syrie, il y a des islamistes qui arrivent au pouvoir et tout le monde les accepte. On court même pour leur montrer qu'on les accepte tout à fait. Et ça, évidemment, on l'explique par les problèmes géopolitiques. Dans ce genre de bouleversement géopolitique, l'islamisme le plus extrémiste, le plus fondamentaliste, trouve un terreau pour proliférer, pour se renforcer, pour se propager. Et j'ai écrit ce livre parce que dans ce genre de situation, il est impératif que, par exemple, les femmes, parce qu'elles sont la première cible de l'islamisme, il est impératif qu'elles aient le moyen de se défendre elles-mêmes. L'arme de défense, qui est une arme de la connaissance. Donc, dans ce livre, je voulais qu'il soit ce moyen de défense que toutes les femmes, mais pas que les femmes, j'en parle dans le livre, peuvent l'utiliser pour avoir ce moyen de défense contre l'islamisme. Donc, en quelque sorte, il faut compter aujourd'hui sur soi-même pour se défendre, car l'Occident n'est plus capable
de défendre ses valeurs, la liberté et l'égalité. Bien au contraire, il ferme les yeux quand elles sont complètement bafouées. Et donc, dans ce genre de climat, il est important qu'on compte sur soi-même pour se défendre. Car l'Occident n'est plus capable de défendre ses valeurs, la liberté et l'égalité. Bien au contraire, il ferme les yeux quand elles sont complètement bafouées. Et donc, dans ce genre de climat, il est important qu'on compte sur soi-même pour se défendre. Vous insistez beaucoup dans votre livre au fondement de l'islamisme, il y a effectivement l'inégalité et les discriminations envers les femmes. C'est vraiment le pilier, le fondement de cette religion. C'est le statut de la femme et avec l'étendard du voile. Mais bien sûr, nous allons y revenir. Un auditeur ou une auditrice, pardon, nous dit, mais qu'est-ce que l'islamisme ? Alors, en effet, c'est une question très importante parce que vous écrivez que l'islamisme, c'est un terme qui est inconnu dans l'histoire de l'islam. Et toute la première partie de votre livre, qui est passionnante, et vous la consacrez effectivement à l'histoire de cette notion d'islamisme. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est que l'islamisme et quelle est son histoire ? L'islamisme est un terme qui a été créé en France au XVIIe siècle. Il n'était pas connu dans l'histoire de l'islam, ni dans l'histoire de la pensée musulmane. Il n'avait pas d'équivalent dans la langue arabe. Donc c'est les Français qui ont créé ce terme. Ils l'ont créé au départ, et c'est ainsi qu'il apparaît dans les livres de Voltaire, pour désigner la religion musulmane. Donc quand Voltaire a créé ce terme, c'était pour remplacer le terme mahométisme qui désignait la religion musulmane. Il voulait prendre le terme islam, lui rajouter isme, pour donner l'islamisme, comme on dit, christianisme, bouddhisme, judaïsme, etc. Donc, c'était un terme qui désignait la religion musulmane tout simplement. Sauf que les choses ont changé vers le début des années 1980. Mais avant d'arriver aux années 1980, au début du XXe siècle, le terme islamisme a été abandonné au profit du terme islam. Donc les écrivains français ont pensé utiliser le terme islam mieux que le terme islamisme. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ont pensé qu'il était plus légitime, car c'est ainsi que les musulmans appellent leur religion, mais surtout c'est ainsi qu'il apparaît dans le Coran. Au début des années 1980, des mouvements politico-religieux dans le monde musulman ont commencé à créer des problèmes, comme en Algérie, en Égypte et dans d'autres pays. Et un retour à un islam fondamentaliste et plus rigoriste et extrémiste a commencé à se manifester. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le processus de modernisation a échoué vers le milieu du XXe siècle et vers les années 1980, on a commencé à voir les conséquences de cet échec, de cette période de modernisation, donc des mouvements radicaux ont commencé à se manifester, mais aussi dans la pratique de l'islam chez certains musulmans. Leur façon de s'habiller, le voile est revenu, donc on voyait ça. Les universitaires en France qui voulaient étudier ce phénomène ont pensé utiliser un autre mot pour ne pas appeler ces musulmans radicaux, fondamentalistes dans leur façon d'appliquer l'islam. Les musulmans, on a décidé de les appeler les islamistes, et l'islam auquel les appeler, on a décidé de l'appeler islamisme et non pas islam, pour faire cette distinction. Sauf qu'ils ont été encore plus loin, au point de dire c'est l'islamisme qui cause des problèmes, qui est politique, parce que pour eux, l'islamisme, c'est l'islam politique. Jusque-là, tout va bien, mais le problème commence lorsqu'ils ajoutent deux critères. Le premier, l'islamisme, c'est l'islam politique, mais qui n'a rien à voir avec l'islam. Et donc, les islamistes ne sont pas des... En quelque sorte, on ne les appelle pas les musulmans, mais les islamistes. Le deuxième critère, que ce mouvement politico-religieux qu'on appelle l'islamisme ou l'islam politique est un mouvement contemporain. Et c'est là où je dis que ce n'est pas du tout en accord avec l'histoire de l'islam et l'histoire des sociétés musulmanes. Si l'islamisme est l'islam politique, c'est comme ça qu'on le définit. On ne peut pas dire qu'il a commencé à l'époque contemporaine. L'islam politique,
remonte à l'an 622. L'an 622 correspond à l'année où le prophète est parti vivre à Médine. Car l'islam a commencé en 610 et en 610, le prophète vivait à la Mecque. Il a vécu à la Mecque de 610 à 622. De 610 à 622, le prophète était uniquement un prédicateur qui appelait à la nouvelle religion et le Coran, les versets coraniques avaient un caractère uniquement spirituel. À partir de 622, les choses vont changer. Le prophète va devenir, en plus d'être prophète, un homme d'État et un chef des armées. Et le Coran, certains versets coraniques vont prendre un caractère juridique. Et quand on dit juridique, on dit politique. Donc si l'islamisme est un islam politique, c'est à ce moment-là que l'islam est devenu politique. Beaucoup en France, quand on leur dit cela, ils se fâchent, alors que en réalité, les musulmans connaissent un islam seulement qui n'est pas dissocié de sa dimension politique. Comme je l'explique dans l'ouvrage, après la mort du prophète, l'imbrication entre le politique et le religieux s'est encore consolidée. Donc elle a commencé pendant la période du prophète, elle s'est consolidée après la mort du prophète. Et je l'explique dans l'ouvrage avec des arguments. Elle s'est consolidée avec la mort, après la mort du prophète. Évidemment, dans l'histoire de l'islam, il y a eu des tentatives de séparer l'islam de sa dimension politique afin qu'il soit uniquement spirituel, mais ce n'est pas la version de l'islam qui s'est imposée. Celle qui s'est imposée ne sépare pas l'islam de sa dimension politique. La preuve que pratiquement tous les pays musulmans considèrent que l'islam est la religion de l'État. Donc dire que l'islamisme, c'est l'islam politique qui n'a rien à voir avec l'islam et qui a commencé à l'époque contemporaine, comme on la trouve chez, disons, tous les anthropologues et les sociologues, est complètement fausse. Et malheureusement, c'est l'idée qui s'est propagée en Occident. Cette définition du terme islamisme tel qu'il a été créé en Occident et tel qu'il a été défini à partir du début des années 1980 ne correspond pas ni à l'histoire de l'islam ni à la théologie musulmane. Et c'est un débat qui n'existe pas chez les musulmans, il existe en Occident. Et en France, ce débat et cette polémique prennent des ampleurs. Les deux, Médine et la Mecque, ça a formé l'islam que l'on connaît, qui est appliqué, qui a triomphé, vous nous l'avez expliqué, entre le 8e et le 12e siècle, lorsqu'il y a eu des tentatives des califes de Bagdad de s'en tenir notamment au spirituel. Ce qui a triomphé, c'est un islam qui est aussi politique, qui est religieux et politique, indissociable entre les deux. Est-ce que ça veut dire, c'est une question que je vous pose, que distinguer islamisme et islam, ça n'a pas de sens? Si l'islamisme veut dire l'islam politique, et c'est comme ça qu'il a été défini par l'école française, eh bien l'islam est politique depuis 622. Il n'y a pas eu de séparation malgré certaines tentatives. Maintenant, si on revient au sens de l'islamisme avant 1980, l'islam était l'islamisme à l'époque. C'est ça. Donc, je ne vois pas toute cette querelle. Pourquoi elle s'est mise en place comme ça en Occident. Je termine juste avec ça. Le terme islamisme dans la langue arabe, on a essayé de lui trouver un équivalent. On a créé le terme islamawiya, qui est tout à fait nouveau, mais il est très 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 peu utilisé par les musulmans arabophones. Pour les musulmans arabophones, quand ils parlent des problèmes qui se posent en islam, ils parlent d'islam radical, d'islam fondamentaliste, d'islam le terme extrémiste, de musulmans extrémistes. Mais ce sont des musulmans, c'est l'islam. Mais l'islam extrémiste et l'islam qui n'est pas extrémiste. Évidemment, les musulmans ne pratiquent pas tous l'islam au même degré, de la même manière. Même si on est devant la même doctrine ou devant la même religion, les adeptes de la doctrine ou de la religion ne la pratiquent pas tous de la même manière. En Égypte, eh bien, on sait que le pouvoir en place s'oppose aux frères musulmans, mais n'empêche que, c'est ce que vous écrivez, les deux stipulent que la charia est la loi fondamentale du pays. L'Arabie saoudite, qui s'oppose aussi aux frères musulmans, applique naturellement cette charia. Pareil pour le Maroc.
Pareil, effectivement, vous l'évoquiez pour voilà, l'Algérie, vous en parleriez très très bien. Effectivement, il y a quasiment que la Turquie qui n'est pas, en effet. Ça veut dire qu'en fait, que l'islam, par nature, radical. Non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est une question, oui. L'islamisme ne veut pas dire l'islam radical. L'islamisme veut dire l'islam politique. L'islamisme veut dire l'islam politique. C'est ainsi qu'il a été Mais défini. quelle est en la France. différence entre un islam politique et un islam radical? Un islam politique peut ne pas être radical, comme il peut être radical. Ou en Tunisie, est un islam politique, par exemple, n'est pas radical. L'islam politique des talibans ou de Daesh, c'est toujours l'islam politique, mais qui est radical. Donc, moi, je dis que ce terme-là, qui a été créé en France et qu'on a défini comme étant l'islam politique, en réalité, l'islam est politique. Ensuite, il y a un islam qui veut appliquer tout à la lettre et il ne veut rien changer de l'islam des premiers musulmans et appliquer toutes les règles de la charia à la lettre, évidemment, il devient un islam radical ou un islamisme radical. Mais y a-t-il des pays où, justement, l'islam n'est pas appliqué à la lettre? Oui, bien sûr. Par exemple, nous avons parlé tout à l'heure de la Tunisie. La Tunisie, dans le statut personnel tunisien, il y a certaines règles de la charia, mais pas toutes. Par exemple, la règle qui concerne la polygamie a été abolie en Tunisie. Donc, la Tunisie n'a pas exclu tout à fait la charia de son statut personnel, mais elle n'applique pas la charia dans son statut personnel de la même manière que l'Algérie ou le Maroc, par exemple. Les talibans ont des pratiques très rigoristes de la charia, ce n'est pas le cas d'autres pays. Dans toutes les religions, il y a plusieurs niveaux de la pratique de cette religion. Dans toutes les religions, on peut avoir des extrémistes fondamentalistes dangereux, comme on peut avoir des gens qui la pratiquent d'une manière moins extrémiste. L'islam est une religion qui est constituée de deux parties, la partie politique et la partie spirituelle, qui sont imbriquées, qui ne sont pas séparées. Dans le livre, justement, j'appelle à une réforme de l'islam et je dis que cette réforme doit avoir comme objectif de les séparer, libérer l'islam de cette dimension politique afin que la politique soit le domaine de l'État et non pas le domaine de la religion. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir en cette deuxième partie d'émission Radhika Adlani, qui est philosophe islamologue, à l'occasion de la publication de son livre aux éditions Éric Bonnier. Qu'y a-t-il à sauver de l'islam comme système de vie et de pensée? Tout à l'heure, on parlera comment sortir de l'islamisme, qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et à sauver oui, dans l'islam. Donc on va aborder tout cela. Un auditeur qui vous pose cette question, l'islam est-il une secte? Car il est facile d'y rentrer, mais très difficile d'en sortir. Alors je ne sais pas si c'est la définition d'une secte. Dans l'ouvrage, je parle beaucoup de la liberté de conscience. Oui. Et je dis d'ailleurs que dans le Coran, moi-même j'ai compté au moins 28 versets coraniques qu'on peut interpréter par une reconnaissance de la liberté de conscience dans le Coran. Mais ce ne sont pas ceux que les musulmans ont pris en considération. Même si ils ont pris certains en considération, ce n'est pas l'interprétation qu'on leur a donnée. Comme le verset, par exemple, qui dit « nulle contrainte en islam ». Ils ont décidé que cette liberté qui existe dans ce verset concerne les non-musulmans et non les musulmans, pour qu'un musulman ne puisse pas quitter l'islam. Donc là, c'est le travail des juristes et le travail des religieux. Et puis une auditrice qui nous dit « Je découvre grâce à votre invité que les kharidjites ont été aussi violents. Moi qui les imaginais plutôt tranquilles et puritains comme même les habitent à Gardaïa, dans le sud algérien, que doit connaître évidemment votre invité. On pense aussi à l'islam paisible d'Oman. Cela dit, si l'on juge l'arbre à ses fruits, on voit bien par la multiplication des agressions au couteau que la violence est subliminale en histoire, malékite, anafite, embalite, etc. par exemple. Bravo à votre invité pour son courage. Les ibadites en Algérie et au Yémen, ce ne sont plus des kharidjites, ce sont séparés du kharidjisme. Ils ont créé une autre doctrine qu'on appelle l'ibadisme, justement celle qui ne prend pas la violence dans cette branche de l'islam. Ce sont vraiment des gens qui ne prennent pas du tout la violence.
Je vous propose, si vous voulez, d'aborder la deuxième partie de votre livre avant d'aborder la troisième partie qui est consacrée justement à vos propositions pour sortir de l'islamisme. Dans cette deuxième partie, vous évoquez tous les problèmes posés par l'islam politique, notamment sur les inégalités entre les hommes et les femmes, qui sont un peu le fondement de cet islam. Et notamment, vous dites que cette inégalité entre les hommes et les femmes en islam est absolument fondamentale. C'est grâce à cette inégalité que l'on fait accepter aux hommes, justement, cette religion. En fait, moi, dans l'ouvrage, je me suis posé la question comment l'islamisme arrive à s'imposer, quelle est sa stratégie pour qu'il arrive à s'imposer et comment donc il agit. Et j'ai répondu à cette question en précisant que l'islamisme s'impose en ciblant en premier lieu les femmes. Donc les femmes sont toujours la première cible de l'islamisme. Car quand il arrive à soumettre les femmes aux règles de la charia, qui sont des règles patriarcales, donc elle accorde, elle reconnaît une supériorité aux hommes par rapport aux femmes, parce que, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, beaucoup de règles de la charia visent les femmes, elles concernent les femmes. Et ces règles sont des règles patriarcales. Il faut le préciser, mais il y a aussi le fait que, en soumettant les femmes à ces règles, il arrive à soumettre également les hommes, parce que c'est ce qu'il donne aux hommes comme contrepartie de leur soumission à ces règles. Donc les hommes acceptent au fait de se soumettre aux règles de l'islamisme tant que l'islamisme fait d'eux des maîtres des femmes. En tout cas, c'est l'explication des comportements, d'observation de comportements sociaux, comportements politiques dans les sociétés musulmanes. Ce sont les hommes qui réagissent souvent les premiers pour défendre les règles de la charia dès que cela concerne la femme. Premièrement. Donc on voit que les hommes, ils sont en quelque sorte satisfaits que la charia leur donne cette domination sur les femmes parce que cela leur permet de se consoler de la perte de leur propre liberté. Il faut savoir aussi que le travail que j'ai fait sur l'échec de la Nahda dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai constaté que la Nahda n'a pas pu totalement séparer l'islam de sa dimension politique. Tous les modernistes de la période de la Nahda qui ont essayé et qui ont voulu et qui se sont présentés comme des modernistes et des laïcs, en réalité, ont tous, à part Atatürk, déclaré l'islam comme religion de l'État. Parce que cela leur permettait de soumettre les femmes aux règles de la charia. Tous ces pays qui ont essayé de se moderniser lors de la période de la Nahda ont modernisé le droit, en effet. Donc, c'était une modernisation du droit qui était extraordinaire, sauf dans le domaine de la famille, pour garder toujours la femme sous l'autorité de l'homme. Donc, pour dire que l'homme musulman est prêt à se moderniser, mais pas au point de renoncer aux privilèges que la religion lui donne au détriment des femmes. Mais pour garder ces privilèges, pour ne pas les perdre, eh bien, il a besoin de la religion pour ça. Donc, c'est pour cela qu'ils ont tous déclaré l'islam comme religion de l'État. Ce n'est pas la seule raison, mais la raison la plus importante, en tout cas à mon avis. Ce qui montre que c'est sur ce plan-là que les choses bloquent en premier lieu. Le domaine des relations entre les hommes et les femmes. Enfin non, qu'on ne trouve pas, on va en parler. Le port du voile, le fait que le témoignage d'une femme, c'est la moitié de celui d'un homme, où il faut 2 femmes pour faire l'équivalent, je crois, que le témoignage d'un homme, l'héritage, pareillement, et encore bien d'autres inégalités. Est-ce que toutes ces inégalités sont réellement inscrites dans le Coran ? En fait, dans mon ouvrage, j'ai essayé d'expliquer aux femmes musulmanes en premier lieu, ensuite aux hommes aussi, et même aux non-musulmans, que l'argument du discours religieux qu'il utilise pour soumettre les femmes n'est pas un argument convaincant. Donc, j'ai essayé dans ce livre de démontrer que cet argument n'est pas valable. L'argument
que les discours religieux répètent, ça existe dans le Coran, donc il faut l'appliquer. C'est un argument qui revient surtout quand il s'agit des femmes. Dès lors qu'il s'agit des femmes, on leur dit, c'est dans le Coran, on ne peut rien faire. Donc, ce n'est pas tout à fait faux, ça existe dans le Coran, mais il y a beaucoup de règles qui existent dans le Coran que les musulmans n'appliquent pas. Pour dire qu'il y a possibilité de ne pas les appliquer, étant donné qu'il y a beaucoup de règles que les musulmans ne mettent pas en pratique d'une part. D'autre part, comme le voile, la dissimulation de la chevelure de la femme n'existe même pas dans le Coran de cette manière, d'une manière claire comme on le pense. Et sur la liberté de conscience? Il y a au moins 28 versets coraniques qui permettent de comprendre que l'islam reconnaît la liberté de conscience. J'en ai cité un grand nombre dans mon ouvrage, mais ce ne sont pas les versets que les musulmans ont pris en compte. Dans l'ouvrage, je parle du choix des versets. Certains versets sont pris en compte, d'autres ne sont pas pris en compte. Alors, la question, c'est qu'ils ne sont pas pris en compte parce qu'il y a toujours ces histoires de versets de Médine. Et parce qu'ils sont parce que ceux qui dominent, ce sont les plus tardifs. Non, pas du tout. C'est pas ainsi qu'on les a. Comment le choix a été fait? Qui en décide? Ce sont les religieux, les politiques, mais selon leurs besoins politiques, leurs besoins sociaux et politiques. Par exemple, ne pas reconnaître la liberté de conscience, eh bien, les politiques et les religieux ont considéré que la liberté de conscience risquait de nuire à la société musulmane. Donc, ils ont décidé de ne pas l'appliquer. De toute manière, jusqu'à aujourd'hui, un religieux, si vous lui posez la question sur la liberté de conscience, il vous dira qu'un musulman qui quitte l'islam risque de nuire à la société musulmane. Alors, en effet, vous citez dans votre livre un certain nombre de réformes qui ont été faites en islam, alors qu'il y avait des versets qui normalement auraient dû les empêcher. Vous citez, je crois, le problème de la dhimitude qui a été annulé sous le califat. Beaucoup de versets coraniques n'ont pas été pris en compte lors des premiers siècles de l'islam et d'autres ont été négligés lors de la Nahda, c'est-à-dire au XXe siècle, à l'époque contemporaine. Justement, les versets qui concernent l'esclavage, les versets qui concernent la dhimitude, même si l'abolition de la dhimitude n'est pas totale, mais on remarque là que les musulmans peuvent ne pas mettre en pratique certains versets coraniques lorsque l'intérêt social et politique ne le permet pas. Donc ce que vous nous expliquez, c'est que lorsqu'on argumente, mais non, le Coran, on le prend comme un tout, vous dites que ce n'est pas exact. Dans l'histoire, il y a un certain nombre de tris, de choix qui ont été faits en fonction des intérêts. La question que j'aimerais vous poser, c'est qui décide de ça? Parce qu'on entend souvent dire que dans l'islam, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de pape, par exemple, et donc c'est extrêmement compliqué de faire une réforme. Qui, finalement, a décidé qu'on ne tiendrait pas compte de ce qui est dit dans le Coran en ce qui concerne la dhimitude, ou qu'on conserverait ce qui est dit sur les femmes pour toutes les raisons que vous avez expliquées. Qui sont ces religieux qui font foi, en quelque sorte? Qui décide de cela? Dans l'islam, les différents islams qui existent, parce qu'il y a plusieurs islams, donc il y a un islam coranique, mais plusieurs islams que les musulmans pratiquent. Il y a l'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam soufi. Et à partir de là, on a aussi plusieurs branches d'islam. Eh bien, il y a des religieux qui ont un nom et que auxquels les musulmans se réfèrent. Donc, on dit qu'il n'y a pas de clergé, mais en réalité, il y a des autorités religieuses. Aujourd'hui, la grande mosquée de l'Azhar est une autorité religieuse. Donc, cela concernant l'islam sunnite. C'est Alexandrie ou le Caire? Au Caire. Okay. Mais l'islam chiite, il a un clergé, l'islam chiite. Oui, avec un chef. Oui, il y a des mollahs et il y a des imams. Et dans l'islam soufi aussi, il y a des saints auxquels on se réfère. Donc ce n'est pas tout à fait la liberté c'est pas si nébuleux où chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai, il y a une certaine peut-être liberté où on peut s'exprimer, peut-être quand on a les moyens de s'exprimer, on peut le faire. Mais aller au point de mettre en place toutes ces idées, je pense que le discours religieux
que le discours religieux adhère à ce nouveau discours comme je souhaiterais qu'il soit, est nécessaire. Pour cela, il faut les convaincre. Et le travail des politiques aussi, étant donné que l'islam est une religion où le politique a son mot à dire. Je précise juste, quand je parle de politique, je parle des pays musulmans. D'accord, oui, naturellement. Et donc, je propose d'aborder donc la dernière partie de votre livre qui est consacrée justement à la sortie de l'islamisme. Il y a 10 minutes pour aborder vos principales recommandations. Donc, pourriez-vous donc l'évoquer pour les auditeurs de Radio Courtoisie, les principales propositions que vous faites pour sortir justement de l'islamisme, qui est le titre de votre livre que vous publiez aux éditions Éric Bonnier. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une connaissance de l'islam. C'est pour cela que dire que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam, toute lutte contre l'islamisme se fera à l'extérieur de l'islam. L'islam, il restera donc comme il est. Dans ce cas, on ne sortira jamais de l'islamisme. Il faut d'abord reconnaître que le problème existe au sein de l'islam et non pas à l'extérieur de l'islam, faire le travail au sein de l'islam, faire ce travail avec des moyens de connaissance, comme je l'ai fait dans l'ouvrage, et donc dans le livre, je parle de l'arme de la connaissance. Je pense qu'on ne pourra sortir de l'islamisme qu'avec cette arme de la connaissance. D'abord, cette arme de la connaissance nous permettra de connaître la pensée musulmane, comment elle s'est mise en place, l'islam, comment il s'est construit, pour qu'on puisse sortir de l'islamisme et des problèmes qui se posent. Donc l'arme de la connaissance. Ensuite, pour aller vers un autre islam, c'est ce que j'appelle la réforme de l'islam. Évidemment, une réforme qui est tournée vers l'avenir, car dans l'histoire de l'islam, il y a eu plusieurs réformes. Par exemple, les salafistes, ils appellent à une réforme, mais une réforme qui veut retrouver l'islam des anciens musulmans, des premiers musulmans. Et évidemment, ce n'est pas à cette réforme-là que j'appelle. J'appelle à une réforme qui veut créer du nouveau au sein de l'islam. Vous écrivez à cet égard, en réalité, les musulmans ne rejettent pas l'idée de la réforme de l'islam, mais l'idée de construire du nouveau, de se libérer de l'islam des anciens. Oui, bien sûr. Le problème de l'islam, aujourd'hui, les extrémistes, les fondamentalistes, ce sont des musulmans qui ne veulent pas se libérer ou qui n'arrivent pas à se libérer de l'islam des premiers musulmans. Et c'est là où le problème se pose d'une manière encore plus accentuée. Étant donné que, d'une part, c'est une religion qui ne sépare pas la religion de la politique, de l'organisation sociale, et si on veut qu'elle ne change pas, évidemment, le problème se pose énormément. Il faut se libérer de l'islam des premiers musulmans. Pour se libérer de l'islam des premiers musulmans, il faut se libérer de l'épistémologie salafiste. Qu'est-ce que l'épistémologie salafiste? C'est l'épistémologie qui considère que la vérité n'existe que dans le passé. Non, la vérité peut exister aussi dans l'avenir. Elle doit être une quête tendue vers l'avenir et non seulement un acquis du passé. Mais comment faites-vous pour leur faire accepter cela? Dans le livre, je démontre justement que cela est possible. Alors, j'envoie les auditeurs à la lecture de votre livre, Radhika Dani, sortir de l'islamisme, aux éditions Éric Bonnier. Néanmoins, vous abordez aussi une certaine réforme de la prise en compte des versets du Coran, entre le principe de l'abrogeant et de l'abrogé. J'explique dans l'ouvrage que les musulmans ne mettent pas en pratique toutes les recommandations coraniques. D'ailleurs, ils ne peuvent pas les mettre toutes en pratique en même temps. Pourquoi? Parce que plusieurs de ces recommandations coraniques s'opposent entre elles. Donc, il fallait choisir dès le départ. Et les premiers musulmans étaient conscients de cela. Ils ont choisi certains versets, ils ont abandonné d'autres, selon leurs besoins sociopolitiques. Et aujourd'hui, pourquoi les musulmans ne referaient pas le travail qui a été fait? C'est-à-dire choisir les versets qui sont compatibles avec notre culture d'aujourd'hui et laisser tomber et abandonner ceux qui ne s'accordent plus avec notre culture d'aujourd'hui. Par exemple, qui appellent à la violence, les versets qui discriminent les femmes, tous ces versets-là, il est important aujourd'hui de le laisser tomber. Mais cela ne veut pas dire
qu'on réforme pour que la charia continue d'organiser la société et la politique. Je vous lis, cet islam nouveau doit avoir 2 critères principaux et être fondé sur des valeurs de paix et être séparé de la charia. Il s'agit de reconstruire un autre islam sur le même Coran, mais en faisant ce tri, en quelque sorte, dans les versets, en s'attachant aux versets qui ont une dimension universelle. Qui ont une dimension universelle centrée autour des valeurs donc de paix. Mais Radhika Dani, quand vous proposez cela, quel accueil vous fait-on ? Quel accueil vous font les imams, les religieux, les décideurs, la mosquée de Paris, par exemple? Comment réagissent-ils à vos propositions? Quel accueil reçoit-il? Est-ce que cela vous rend confiante ou au contraire pessimiste? Ce qui me rend confiante, c'est déjà le fait que je sois moi-même convaincue du travail que je fais, oui. Qu'il soit un travail argumenté, et que je sois convaincue du travail que je fais et des gens qui m'écoutent, les musulmans qui m'écoutent et qui suivent ce que je dis, qui ont besoin de ce nouveau discours. Ensuite, pour le reste, bien, j'espère que les choses changeront. En tout cas, les choses se font dans la vie, les choses se font doucement, doucement. Et toutes les civilisations se construisent étape par étape et doucement, comme je viens de le dire. Et ce qui est difficile aujourd'hui peut être facile demain s'il y a la volonté de le faire et d'aller vers cette réforme. Je pense que les musulmans, de plus en plus dans le futur, se rendront compte qu'ils sont obligés de sortir de l'islam des premiers musulmans vers quelque chose de nouveau, un islam nouveau, pour qu'ils puissent vivre en harmonie avec leur époque et avec les autres. Espérons qu'ils vous entendent, qu'ils entendent votre discours particulièrement courageux. Une dernière question à vous poser, 1 minute pour répondre. Radhika Dani, je rappelle votre livre qui est passionnant et vous aurez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, en détail les propositions que fait Radhika Dani justement pour sortir de cet islamisme. C'est le titre de son livre aux éditions Éric Bonnier. Qu'est-ce que l'Occident doit faire? L'Occident, d'abord la France, qu'est-ce qu'elle doit faire? Oui. Je l'ai dit plusieurs fois. La France doit d'abord protéger la laïcité, c'est la première des choses, mais surtout cesser de dire aux musulmans l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Dès lors qu'il y a un problème, le problème n'a rien à voir avec l'islam. Parce que cette façon de présenter les problèmes ne permettront pas de les régler. Merci beaucoup Radhika Dani, sortir de l'islamisme, position Éric Bonnier. Merci.